Voilà donc pour les dernières images pour en parler. Notre invité sur ce plateau, c'est vous, Thomas Tanas. Bonjour à vous. Vous êtes maître de conférence à Panthéon-Sorbonne. Vous êtes notamment l'auteur de cet ouvrage, Histoire d'une papauté en Occident, aux éditions Folio. Comment, quel regard et comment est-ce que vous avez jugé les premiers pas du pape Léon XIV et notamment les premiers mots de cette homélie ce matin? Alors les premiers mots sont très importants parce qu'ils donnent le ton. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'en fait, ce à quoi on s'attendait, c'est qu'il s'agit d'un pape qui va continuer les politiques du pape François, mais avec un style différent et peut-être plus en faisant davantage la synthèse. Donc il s'agit d'un pape qui à la fois continue les politiques du pape François, mais qui s'est référé et s'est référé dès son discours d'hier à une certaine piété traditionnelle, par exemple en invoquant Notre-Dame du Rosaire de Pompéi, ce qui a un lien avec le nom de Léon, puisque c'est une image miraculeuse de la fin du XIXe siècle. Mais la basilique a été consacrée par le pape Léon XIII. Le pape Léon XIII a joué un rôle très important dans le développement de ce culte. On a vu aussi qu'il a porté la mosette au cours de cette adresse. Donc tout en continuant les politiques du pape François, c'est quelqu'un qui a un ancrage théologique, c'est quelqu'un qui s'ancre et qui veut insister sur son ancrage dans la tradition, le pape Léon XIII, mais on pourrait aussi citer le grand pape Léon qui est presque le fondateur de la papauté. Donc, au 5e siècle. Tradition et avec aussi une modernité, il est présenté comme progressiste. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a prouvé jusqu'à présent pour être présenté comme tel, j'entends? D'abord, il a été très proche du pape François. Ensuite, c'est quelqu'un qui a un parcours qui est quand même très original, et c'est aussi ce qui explique le choix, puisque certes, il est américain, mais c'est un Américain qui a été missionnaire au Pérou et puis qui a vécu longtemps au Pérou et qui a même qui a obtenu la nationalité péruvienne. C'est aussi un Américain de Rome, c'est-à-dire qu'il a été longtemps à Rome. Donc c'est un personnage qui incarne très bien ce monde globalisé, ce monde très divers, à l'image de l'Église catholique. Est-ce qu'il est consensuel dans le même temps alors? Puisque justement, il est européen, il est américain, c'est pour ça il est latino. Il a été choisi, justement. Il permet de réunir tout le monde et d'être à la fois américain et de réunir toutes ces dimensions. Il était connu à Rome et donc il était connu du monde de la curie romaine. Il avait des liens avec les évêques puisqu'il s'occupait des évêques. Et il s'est fait la réputation d'être quelqu'un avec un très bon caractère, d'être très conciliant, d'être quelqu'un qui ne se dispute pas avec les gens. Ce qui pouvait être aussi une différence avec le pape François qui avait, on a les défauts de ses qualités, qui avait beaucoup de charisme humain et qui était très proche des gens, mais qui parfois pouvait aussi avoir un rapport plus difficile avec les gens. Donc il a été choisi justement parce qu'il incarne une sorte d'ouverture qui peut rassembler tout le monde. Il est progressiste sur un certain nombre de thèmes, par exemple la communion aux divorcés. Mais en même temps, il peut aussi incarner une approche plus traditionnelle, notamment avec la référence au pape Léon XIII. Donc comme ça, il peut faire un peu l'accord de tout le monde. Est-ce qu'il ira un peu plus loin que le précédent souverain pontife, le pape François, sur des questions autour desquelles il est très, très attendu? Est-ce qu'on en sait déjà quelques éléments sur sa position au sujet des couples homosexuels, au sujet de l'ordination des femmes, des violences sexuelles? Prenons les choses par ordre d'abord. En ce qui concerne les fidèles catholiques homosexuels, comment est-ce qu'il se positionne? Est-ce qu'on le sait déjà? Eh bien, justement, non, ou très peu. C'est-à-dire qu'il a été très discret sur ces sujets. En fait, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que ce sont des sujets qui peuvent beaucoup concerner dans les pays occidentaux, mais que l'Église catholique est mondiale, que son cœur battant est dans les pays du Sud, beaucoup en Afrique. On a une approche différente et des attentes différentes vis-à-vis du pape. Et c'est quelqu'un qui, manifestement, sait parler à tout le monde, concilier un peu tous les points de vue. Donc, par exemple, sur la question des couples homosexuels, il est proche du pape François et il a soutenu l'ouverture du pape François et l'approche du pape François, tout en étant discret, en insistant sur la nécessité de s'adapter à la culture et la tradition de chaque continent. Donc jusqu'où il ira? Les bénir, oui? Impossible de savoir. Et on verra, et ça dépendra aussi beaucoup de l'évolution du monde et de l'évolution des différentes régions. Je pense que c'est quelqu'un qui va aussi s'adapter en fonction du contexte. Donc, on ne peut pas savoir exactement. Et je pense qu'il a aussi été choisi comme pape parce que justement, et les uns et les autres savaient qu'il c'est qu'un pape qui peut prôner une certaine ouverture. D'ailleurs, c'était le modèle de Léon XIII qui prônait l'ouverture et l'adaptation au monde moderne à la fin du XIXe siècle, dans un monde où il y avait dans une Italie où il y avait un vrai conflit religieux avec le catholicisme. Mais pour employer une expression courante, en se recentrant sur les fondamentaux, c'est-à-dire la philosophie aquiniste, une certaine conception traditionnelle du droit naturel. Donc on peut imaginer à peu près la même chose, c'est-à-dire une ouverture sur un certain nombre de thèmes et une ouverture vers les personnes,
tout en réaffirmant la tradition de Donc l'Église. la place des femmes dans l'Église? Sur la place des femmes, on verra. Jusqu'à l'ordination? L'ordination, je ne sais pas. Comme le pape François, il a placé des femmes à des postes importants. Il s'est entouré de femmes. Donc les femmes peuvent jouer un rôle dans l'administration. Sur l'ordination, ce qui est une question fondamentale parce que ça change toute l'ecclésiologie. Ici, c'est un sujet qui est plus compliqué. Et encore une fois, c'est un sujet qui peut diviser beaucoup au sein du monde catholique entre les différents continents et les différentes approches. Donc là, il s'agit d'une question très délicate. Et une question délicate, et vous parliez tout à l'heure du contexte. Vous disiez que tout dépendrait du contexte. Est-ce que même s'il le souhaitait, il peut être entravé? Parce qu'on parlait tout à l'heure d'un homme consensuel, mais on présente aussi l'Église catholique aujourd'hui comme le clan, c'est peut-être pas le bon terme, mais le clan des modérés, celui des plus conservateurs. Jusqu'où ces conservateurs peuvent l'empêcher dans sa mission et de ce qu'il souhaite lui faire, de ce qu'il souhaiterait faire s'il allait vers davantage d'ouverture? Moi, je pense qu'il va essayer de concilier les uns et les autres. Et la vraie question, c'est comme on est dans un monde qui est de plus en plus divisé, comment arriver à concilier les uns et les autres? Et c'est la quadrature du cercle. Et peut-être qu'il a été choisi justement parce qu'il est le plus capable de faire ça. La difficulté, ce qui peut poser problème, c'est que ce qu'on appelle les conservateurs sont non seulement très importants dans le continent africain, par exemple, mais qu'on voit bien qu'il y a une transformation avec les nouvelles générations catholiques, même dans les pays occidentaux, États-Unis, Europe, qui n'ont pas forcément la même approche. Donc c'est pour ça que la sociologie du catholicisme est en fait beaucoup plus complexe que cela et peut-être aussi en décalage avec une certaine sociologie des pays occidentaux et des attentes qu'il peut y avoir dans les pays occidentaux. Et ça, bien entendu, il devra en tenir compte parce qu'il ne peut pas décider de tout seul, même en étant pape. On le verra. Alors, il est pape, il est le chef de l'Église catholique. Il est aussi Léon XIV, chef d'État, celui du Vatican. Nous verrons aussi quelle orientation il donnera à sa politique, à sa diplomatie, avec notamment le président américain. On va regarder quelles sont les grandes lignes de ce potentiel bras de fer ou pas, et puis on en reparle juste après. On a manifestement, veuillez nous en excuser, un petit problème technique sur ce sujet. Vous en avez vu en tout cas la première image, l'accroche. On a bien vu Donald Trump qui avait posté lui-même cette photo de lui en souverain pontife. Alors Léon XIV, on le disait tout à l'heure, il est aussi américain, même s'il a pris une distance vis-à-vis du président américain. On les connaît, les liens qu'il peut avoir avec Donald Trump et autour de quelles questions ça peut achoper ou pas? Là aussi. Non, c'est justement ça l'intérêt. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est un Américain du Pérou et de Rome et qui ne vient pas des États-Unis, c'est qui n'a pas été impliqué dans les conflits très durs qui divisent le monde américain en ce moment et qui divisent aussi le catholicisme américain. Et il faut comprendre qu'il y a une véritable mutation du catholicisme américain. C'est devenu la première dénomination religieuse dans le pays. Il y a une transformation des comportements électoraux. Si Donald Trump a été élu, c'est quand même parce que 45% des Hispaniques ont voté pour lui, notamment dans les États du Sud. C'est pour ça que les grilles d'opposition ou les schémas peuvent être plus complexes. Et étant pape, sa question n'est pas simplement avec Donald Trump. Une des questions très importantes dont on ne parle peut-être pas assez, mais qui va se poser pour l'avenir, c'est la question des rapports avec la Chine et des accords entre le Vatican et la Chine. Le pape François, en novembre, il y avait des accords très contestés, renouvelés tous les de 2 ans en 2 ans, les a renouvelés et pour 4 ans, pour donner une marge. Donc on va voir l'évolution. Et ça conditionne aussi les rapports avec les États-Unis. La question va se poser des rapports avec le monde musulman, les pays du Sud. Il appelle à des ponts, il a appelé hier à des ponts. Et à faire la paix. Dialogue. Oui, et on se rappelle aussi de l'image lors des funérailles de François, de la rencontre entre Donald Trump et Zelensky. Donc le fait de commencer en parlant de paix, là aussi, a un sens. Donc en fait, c'est les États-Unis qui eux-mêmes sont très complexes et très divers. Mais là, on a un pape qui les connaît vraiment bien, à la différence du pape François qui avait d'autres qualités, mais qui avait tendance à considérer les États-Unis et les pays du Nord comme les pays riches un peu ennemis du Nord. Là, on a un pape qui connaît très bien ces subtilités, mais encore une fois, c'est un élément dans une mosaïque qui est très complexe et qui est très mondiale. D'ailleurs, c'est ça qui fait l'importance et l'intérêt de la papauté à l'échelle internationale, c'est qu'elle doit agencer elle-même et au sein de l'Église catholique et dans ses rapports avec le reste du monde, Asie, Afrique, Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, des ensembles de cultures et de peuples qui sont très, très différents. Et la manière dont elle participe à cet agencement a un effet sur l'agencement et la constitution des États, des cultures, des équilibres dans le monde entier. Merci beaucoup, Thomas Tanas. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Je rappelle que vous êtes maître de conférence